À l'intérieur de deux prisons à Lyon, Saint-Joseph et Saint-Paul. Violence, promiscuité, drogue, le quotidien des détenus. Bien sûr qu'il y en a qui se suicident, il y en a qui en ont marre, il y en a qui se coupent les veines, mais couper les veines pour eux maintenant c'est devenu une chose... normal. C'est coutumier, hein. Ouais, tu vas à l'infirmerie, tac tac, ils te recousent, et voilà. Moi j'ai vu, une fois j'étais à Eton, on en a décroché un radiateur. Et ben son propre frère, il est rentré en cellule, il l'a vu, il est accroché à un radiateur. « 403e numéro d'Envoyé spécial. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un grand document qu'Envoyé spécial vous présente ce soir. Un document violent et accablant pour une démocratie digne de ce nom. Pendant 10 jours, une équipe du magazine a été autorisée à filmer dans les prisons Saint-Joseph et Saint-Paul de Lyon, des établissements pénitentiaires parmi les plus vétustes et les plus surpeuplés de France. 3 détenus par cellule de 10 mètres carrés, avec le manque d'hygiène que l'on imagine, la saleté et le bruit. Et pour les mineurs incarcérés, c'est encore pire que pour les adultes. La loi du silence, des témoignages poignants, la circulation de la drogue en prison. Le reportage montre tout cela, ainsi que le désespoir qui a conduit 7 détenus de moins de 20 ans à se suicider l'année dernière dans cette prison que les surveillants ont surnommée la marmite du diable. C'est un document de Benoît Gadret et Philippe Évêque que le garde des Sceaux, Madame Elisabeth Guigou, viendra commenter tout de suite après la diffusion de ce reportage. Prison Saint-Paul, 23h. L'équipe des surveillants de nuit investit l'infirmerie. Un jeune détenu vient d'être découvert en sang. Je préfère que tu les rappelles. Ça va? Dans sa cellule, il s'est pris avec une fourchette, il s'est mis un coup de fourchette au niveau de la carotide, et puis il a inséré des morceaux de verre à l'intérieur. Et le surveillant qui était en piqué au bâtiment en cas, il a entendu ses gémissements, il nous avertit. C'est la première fois qu'il fait ça? Non, hier soir déjà, il s'est mis un coup de fourchette dans la main, et il avait inséré un morceau de verre aussi. Le détenu n'a que 16 ans. Il est incarcéré depuis une semaine. Pourquoi? En fait, je me suis fait couper parce que j'ai la gorge là, j'ai rentré un bout de fer dedans parce que j'étais angoissée, j'ai envie de retourner à mon foyer, tout ça et apprendre un métier. Et moi j'en avais marre de rester tout seul dans la cellule. Pourquoi vous avez fait ça? C'est dangereux quand même. Je sais, mais moi j'ai pas mal au début, mais c'est après j'ai mal. L'adolescent est transporté à l'hôpital. Menotté sur son brancard, comme le veut le règlement. Une extraction de courte durée. À l'aube, le détenu sera de retour dans sa cellule après une intervention aux urgences. Le lendemain, il sera découvert allongé près de son lit, un garrot serré autour du cou. Inconscient, mais encore en vie. Les automutilations sont ici fréquentes. Elles témoignent du désespoir de ceux qui ne supportent pas l'enfermement. Dans cette prison que des détenus ont surnommé la marmite du diable. La combine est connue de tous les mineurs. Et tant pis si le gamin, les lèvres mouillées, risque d'être électrocuté. Comme il n'y a plus de prise électrique au mur, il n'y a plus non plus de cloison. Un simple drap maculé d'excréments dissimule une cuvette sans couvercle. Dans cet espace insalubre, d'environ 10 mètres carrés, vivent 2 mineurs. Dans cette cellule, franchement, ça se passe mal. Le plafond il tombe quand les autres ils sont en haut. Il y a tout, hein. T'as pas l'impression d'être traité comme un... J'ai l'impression d'être traité comme un chien. Même, je crois même les chiens sont mieux traités que nous. Ce sont les mineurs des adolescents de 13 à 18 ans qui souffrent le plus de la vétusté. En hiver, la température dans cette cellule descend fréquemment autour de 10 degrés. L'air est humide, la lumière naturelle quasi absente. Ben, je dors habillé, comme ça là.
Parce qu'il n'y a pas de fenêtre, le chauffage il chauffe même pas. Ça fait qu'on a froid. On a mis un parka comme ça. Comme ça, l'air ne sort pas trop. C'est pour ça. Prison Saint-Paul, cours de promenade des majeurs. Regardez un peu, c'est pas des prisons ça. Le service d'hygiène, les grillages elles sont pleins. Regardez là-bas, il y a même des rats, ça se trouve, qui sortent, qui viennent manger la gamelle. C'est pas des promenades, vous allez pas me dire que c'est des promenades ça. C'est quand même exagéré. Regardez l'espace qu'il y a. Alors imaginez-vous tout un dénage, ils descendent en même temps. Comment vous voulez marcher dans une promenade comme ça? Par exemple à, disons, 7-8 personnes, c'est pas possible. Faut pas exagérer quand même, en vrai. C'est ça qui me rend dingue, toutes ces choses-là. Deuxième, s'il te plaît, juste pour le chef. Surveillant deuxième, est-ce que tu as fait passer une notification pour le prétoire? Bâtiment H, quartier des majeurs. Au deuxième étage, un détenu nettoie sa cellule. Comme il n'y a pas d'évacuation, l'eau tombe au rez-de-chaussée. Et quand la serpillière est rangée, c'est la plomberie qui fait des siennes. Ici, les fuites sont récurrentes. C'est la vétusté des lieux qui fait ça. Ils viennent faire des réparations, mais ça s'avance pas parce qu'ils réparent là, puis ça refuse là. Il n'y a rien qui tient. C'est l'une des attractions de la prison, le monte-charge, fabrication maison. Le bâtiment est si fonctionnel que les surveillants n'ont rien trouvé de mieux. On ramasse tous les documents qui sont à destination des détenus. Voilà. Et il n'y a pas de moyen plus moderne? Si, beaucoup plus moderne. Mais pas ici. Taper aux portes, c'est le seul moyen pour les détenus de solliciter les surveillants. Il n'y a pas de sonnette d'appel, ce luxe est réservé aux établissements récents. Toute la journée, c'est toc, 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 toc. Il y en a un, il va pas arrêter toute l'après-midi de vous demander quelque chose. Il y en a un, il m'appelle depuis tout à l'heure, tout ça pour que je sois à côté de lui, et à la limite, il faudrait que je sois toute l'après-midi à côté de lui, à l'écouter. Et il faudrait que presque à la limite je boive le café avec lui pour le réconforter. Bon, quand j'ai le temps, j'y vais 5 minutes. Mais toute l'après-midi, je ne peux pas me permettre de m'occuper que de lui. Vétusté, saleté, bruit, détenus et surveillants souffrent en partie des mêmes désagréments. Dans ce mirador, les WC sont aussi dépourvus de cloisons. Aller aux toilettes, c'est à coup sûr se donner en spectacle aux riverains des immeubles voisins. C'est vétuste. On n'est pas isolé, quoi. En fait, on peut être vu de l'extérieur. Quand on n'a pas le choix, ben, on y va, quoi. On fait nos besoins dans des conditions un petit peu. Au vu de tout le monde, alors. Voilà. Au vu de tout le monde. Ouais. La plupart des détenus arrivants sont incarcérés le soir, vers 22 h. À l'heure où le fourgon cellulaire revient du petit dépôt du palais de justice. Il y a là des délinquants et criminels sortis de garde à vue et placés sous mandat de dépôt. Il y a également des individus condamnés dans la journée, souvent en comparution immédiate. La population carcérale est de plus en plus jeune. 60% de ceux qui franchissent le seuil de la maison d'arrêt ont moins de 30 ans. Vous mettez contre le mur. Vous avez un numéro de sécurité sociale? Vous connaissez? Vous videz vos poches. Tout. C'est bon? C'est bon. Allez, vous venez avec moi? La prison Saint-Joseph est un labyrinthe. C'est peut-être pour cela que parfois, le droit s'y égare. Car dans cet établissement à vocation sécuritaire, la sécurité des détenus est loin d'être assurée. N'inquiétez pas de ça, ok? Monsieur va demain.
Les plus malchanceux découvrent très vite ce paradoxe. Dans cette cellule des arrivants, un jeune a vécu un calvaire dans l'indifférence totale. C'était il y a quelques semaines. On m'a dit que c'était la loi de la jungle, mais comme ça, dès le premier jour, c'est chaud, quoi, c'est chaud. C'est pas à connaître, quoi. Julien, 18 ans, est traumatisé par son premier passage en détention. Condamné en comparution immédiate, il s'est retrouvé un soir dans la cellule des arrivants. Il y avait là 3 autres détenus, des détenus particulièrement violents. Ils ont commencé à m'attraper, enfin il y en a un qui a commencé à monter sur mon lit du haut, quoi, à donner 2 ou 3 claques, coup de poing. Puis il y en a un autre qui a suivi, enfin j'ai sauté du lit, quoi, parce qu'il fallait pas que je reste couché, sinon c'était dans l'estomac, quoi. Donc après bon, je me suis protégé par terre, quoi. Puis bon, ils m'ont savaté, ils m'ont coup de poing, coup de pied, ça enchaînait, quoi. Bon, ils m'ont mis par terre, ils m'ont attrapé, ils ont commencé à vouloir me raser la tête. J'ai essayé de négocier, ça n'a pas marché. Ils m'ont quand même rasé la tête, ils m'ont fait des coupures sur la tête. Sur la table, il y avait des bols, des assiettes. Il y a 2 ou 3 assiettes qui ont éclaté par terre, quoi. Il y en a un qui a commencé à prendre un bout de verre, quoi, puis à vouloir bien me planter, quoi. Et il y en a un au dernier moment, quoi, il lui a dit stop, quoi. C'est bon, il l'a retenu, quoi. Sinon, moi, il m'aurait planté dans notre jambe ou dans le bras, ça c'est clair et net, quoi. Il n'y aurait pas eu de cadeau, quoi. Ah, là, j'ai eu peur. Attends, j'ai quand même ma fierté, mais là, dans ces moments-là, il n'y a pas d'homme, quoi. Ça a duré combien de temps? Ça a duré de minuit et demi à 5h30 du matin. Et enfin, j'ai gueulé, j'ai crié tout ce que je pouvais, personne n'est venu, quoi. T'as appelé au secours? Ouais, carrément. J'ai même réussi au bout d'un moment à frapper contre la porte, même moi en me faisant mal, quoi, pour avertir, quoi. Et que dalle, quoi. Jour passé à l'hôpital, Julien a été transféré dans une autre prison. Il a finalement porté plainte, un acte audacieux et rare. Audacieux parce qu'il met en lumière un dysfonctionnement de la pénitentiaire. Rare parce que nous le verrons au cours de ce reportage, la loi la plus respectée derrière ces murs est celle du silence. Vous n'avez jamais eu de problème avec la justice, même sans entrer en prison auparavant? Des bricoles? Une bricole. Et vous aviez été condamné pour cette bricole-là? Pour la prison? Ouais. Non. Vous aviez eu quoi? Du sursis. Audience arrivant. Chaque nouveau détenu y est entendu le premier jour de son incarcération. Face à lui, la sous-directrice de la prison et 2 chefs de détention. Les gradés tentent de jauger l'arrivant, de cerner son profil, car après cet échange, ils décideront de l'affectation dans telle ou telle cellule. Si vous mettez avec des gens qui sont un peu burins, ça va faire des rapports sur rapport sur rapport, et ça sera pas bon pour moi, quoi. Non, ça va pas être bon. C'est ce que je veux dire. C'est vrai qu'il a profit pour aller au bâtiment J. Première surprise, la maison d'arrêt est divisée en ghettos, même si l'administration pénitentiaire se défend d'y concourir. D'un côté, les détenus d'origine maghrébine, de l'autre, les Européens. Au départ, il n'y a pas vraiment de séparation par rapport à la culture des gens ou à leur origine, mais on s'est aperçu que, par expérience, que dans les différents bâtiments que nous avons à Saint-Paul, les détenus d'origine maghrébine veulent rester ensemble, les détenus européens veulent rester ensemble. Et on s'aperçoit que si on fait un mélange assez important, il y a des problèmes. Au palmarès de la surpopulation carcérale, les prisons de Lyon figurent en bonne place. 623 détenus à l'heure où nous tournions ces images pour 379 places. Une maison d'arrêt comme celle-ci a pour vocation d'accueillir des personnes en attente de jugement et des condamnés à des peines courtes. Mais la justice française est de plus en plus sévère, les condamnations de plus en plus lourdes. Les établissements pour longue peine sont donc saturés et les détenus qui devraient s'y trouver patientent en maison d'arrêt, parfois jusqu'à 2 ans. Ainsi, à Lyon, une personne incarcérée pour la première fois peut être affectée dans la cellule d'un détenu condamné à perpétuité.
75 et ça, tu le donnes à... Trois détenus par cellule de 9 mètres carrés, c'est ici la norme, en violation des textes réglementaires. Là aussi, les toilettes sont sans couvercle ni cloison. L'odeur des WC se mêle à celle des plats cuisinés. Bon, on a fait une bêtise, on paye notre bêtise, hein, c'est logique, il faut l'accepter. Hein. Mais je pense que psychologiquement, on ne va pas rentrer dans une étable ou dans une écurie dégueulasse parce qu'on a fait une bêtise, quoi. Hein, il y a un minimum de choses. Voilà. Et ça manque là. On voit ce que c'est à 3 dans 9 mètres carrés, quoi. Même pas, on a quoi, 5 mètres carrés là. Des tripes pour le déjeuner. Le menu est le même pour toute la détention. Ces détenus l'assaisonnent à leur façon, comme pour donner du piment à cette vie sans goût. À défaut d'eau chaude dans les cellules, les détenus ont droit à 2 douches par semaine. La vie des cafards n'a plus de secret pour les téméraires qui s'aventurent dans ce lieu. Difficile de trouver un endroit plus sale dans la prison. Les douches sont rarement nettoyées. Le tuyau d'eau affecté à cet usage n'est, paraît-il, pas assez long. Prison Saint-Joseph, bâtiment des jeunes adultes. On nous met là, on nous part comme ça à 3. On survit parce que dans la pire des misères, quand vous êtes arrivant, pour vous y faire, il vous faut 2 mois, 3 mois. Et vous imaginez pour vous faire à ça? Vous voyez où on vit? On vit dans 9 mètres carrés. Et il y a beaucoup de gens, hein, tous ceux de la France, de partout, hein, sont tous comme nous. Tout le monde il est là, tu vois, dans le couloir, il rigole, t'as vu? Ouais, ça va mon ami. Tout ça c'est pour oublier, t'as vu? Voilà. Mais quand t'es là, dans ton lit, là, t'as vu? T'es là comme ça, en train de penser, putain, mais t'es comme un fou dans ta tête. Mais après, t'es obligé d'atterrir, t'as vu? Le matin, des fois, c'est le pire, c'est le matin, tu te réveilles, tu te dis... Des fois, tu dors, tu crois que t'es chez toi, t'as vu? Mais non, t'es là, t'es bloqué entre... Regarde, il y a 4 murs, bordel. Tu payes ta dette envers la société, t'as fait quelque chose. Mais une fois comme ça, dans des endroits où le mec il fait 6 mois, il ressort, il connaît tout du vol, il connaît tout, non. Il faut faire des endroits où les gens ils peuvent s'en sortir. Parce que déjà les gens ils viennent de là où il y a beaucoup de problèmes. Et le pire c'est, dans cette prison, c'est toujours les mêmes. Moi j'en ai connu là-bas au mineur, on se retrouve encore là, t'as vu? Paris, ah, c'est con! Paris, ah, mais toi, t'étais pas au bâtiment 1! Ouais, c'est vrai, t'es de l'autre côté, toi! Ah, ça va y aller avant, garde bien la pêche, hein! Ouais, c'est bien! Ah, là, c'est contrôle, là! En prison, t'apprends des trucs, t'as même pas envie de les savoir. Quoi par exemple? Tout, des trucs de fou. Moi personnellement, je fais le vide dans ma tête. Parce que c'est comme un poison. Et l'antidote, c'est de faire, pour pas se laisser abattre, il faut faire le vide dans sa tête. Et il faut faire avec ce qui vient. Et ainsi de suite. Et comme ça, le temps il passe. Et bon, entre-temps, tu fais ce que t'as à faire. Mais t'essaies de sortir le plus tôt possible. La moindre petite chance, hein, de m'en sortir dans la vie, hein. Le moindre petit espoir, hein, je le prendrai. Mais il n'y a rien, j'ai pas d'espoir. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien. Bien sûr qu'il y en a qui se suicident, il y en a qui en ont marre, il y en a qui se coupent les veines, mais couper les veines pour eux maintenant c'est devenu une chose... c'est coutumier, hein. Ouais, tu vas à l'infirmerie, tac, ils te recousent, et voilà. Pour eux c'est normal. Mais maintenant, il y en a qui se suicident, il y en a qui se mettent trop la corde au cou. Moi j'ai vu, une fois j'étais à Eton, on en a décroché un d'un réalisateur. 2 gitans, ils cassaient les châteaux et tout. Et ben son propre frère, il est rentré en cellule, il l'a vu, il est accroché à un radiateur. À Lyon, les jeunes issus des cités périphériques constituent désormais l'essentiel de la population carcérale. Avec le temps, ils ont importé une nouvelle forme de violence, plus débridée, moins contrôlable. Ça fait 3 mois
le canard, on me l'a pris pour un oui, pour un non. Moi, je me prends plus, je vais aller au plus des fois, je me prends plus, je m'en sors le moins que j'ai vu. Il a fait ça. Ça fait 3 putains de mois, je fais le canard, je vis le rapport, jamais gagné. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a pas d'autre moyen de régler ça comme je vais parler gentiment, ça fait 3 putains de mois maintenant, je suis dans ce cellule, j'ai jamais demandé aucun changement, c'est mon premier changement de cellule, on me met là, on me dit non, je veux pas qu'elle motive. Moi, je vais changer de rester dans ce cellule. Moi, je veux pas descendre. Écoutez, on va en discuter avec le ville, je vous parle gentiment à monsieur, comment il s'appelle, Dépeli, je parle gentiment, alors que je parle gentiment, on prend pour un compte, on me la porte, on me la porte. Maintenant, s'il faut mettre des gens en brochette pour aller au mitard, pour changer de cellule, eh ben on va le faire, c'est pas un problème. Si pour moi ça me on va en rediscuter avec le chef qui a dit non. On va essayer de savoir pourquoi déjà. Ok? Moi j'en ai du couloir. Le rapport personnel détenu a énormément changé. Si aujourd'hui les détenus veulent faire un mouvement, les surveillants qui seront pris dans le mouvement iront carrément à l'abattoir. Parce que ce sont des gens qui n'ont aucune mesure. Et alors qu'avant, le vieux voyou, lui, il prenait le surveillant par la peau des fesses, il le foutait hors de la détention et puis il faisait leur mouvement. Allez-y. Comment on se fait respecter de ces jeunes-là? Je pense déjà par son attitude, il faut déjà avoir une attitude toujours la même. Il faut être honnête, donc c'est-à-dire que quand on promet, on donne ou on essaie de donner. Si on ne peut pas donner, on explique pourquoi. Mais c'est des gens qui attendent quelque chose, un répondant en face. Ça sera oui, ça sera non. Ça ne sera pas peut-être, je vais voir, on verra demain, etc. quoi. Ils ont besoin, effectivement, je pense, d'être guidés, d'avoir du répondant en face. Ce qu'ils n'ont peut-être pas dehors. Ce long couloir souterrain mène ces détenus au prétoire, le tribunal interne de la prison. Ils sont convoqués pour non-respect du règlement. Ils encourent une peine d'isolement au quartier disciplinaire, le fameux mitard. Les faits reprochés relèvent le plus souvent d'actes de violence. L'audience est présidée par le directeur. Dites-moi, pouvez-vous préciser où vous vous trouviez le 11 février aux alentours de 16h? Le 11 février aux alentours. 2 détenus sont accusés d'avoir frappé un jeune prisonnier à coups de barre de fer dans la salle de sport. Ils ont été formellement identifiés par le moniteur. Personnellement, moi, je voulais vous dire que j'ai rien à voir dans cette histoire, que c'est pas moi, que je me tiens tranquille avec les détenus, avec les surveillants, avec tout le monde. Pour quelle raison ce moniteur de sport vous identifie? Mais vous avez un prof qui dit que j'y étais. Moi, j'ai 5 détenus, 5 voire 6 détenus qui disent que j'étais présent à la douche au moment des faits. Donc maintenant, la parole d'un homme est un homme, qu'il soit professeur ou détenu. Donc moi, je ne laisserai pas les choses passer comme ça. Et mon avocat va venir me rendre visite. Et si je vais au mitard, sachez que je mettrai bien fin à mes jours. Le deuxième accusé, comparé à son tour, lui aussi nie les faits. Bonjour. Avancez un petit peu. C'est un peu cousu de fil blanc, vous ne croyez pas? Franchement, j'ai rien à voir avec tout ça. Justement, franchement, que vous me disiez que vous n'avez rien à voir avec tout ça, c'est votre système de défense. Et si je fais quelque chose, j'assumerai. Est-ce que vous trouvez normal, dans une prison, que des détenus puissent être agressés par d'autres détenus? Non. Non. Après, on voit plusieurs. On voit plusieurs. C'est des lâches. C'est des lâches. Voilà, je suis d'accord avec vous pour ça. C'est enfin au tour de la victime d'être entendue. Une victime qui, bizarrement, prétend ne pas connaître ses agresseurs. Les personnes qui sont mises en cause n'ont rien à voir. Mais comment vous voulez savoir? Je ne les ai pas vu arriver. Donc je ne peux pas savoir si eux n'ont pas vu arriver qu'elle n'était pas présente pour autant. Mais vous êtes victime d'une agression, il y a des témoins qui ont vu vos agresseurs, et vous défendez fermement vos agresseurs. Ça va jamais se finir. D'accord, mais je comprends très bien. Vous voyez mon point de vue? Je comprends. Ouais, je comprends mon point de vue. Voilà. Oui. Tout à fait. Donc ça en reste là. Je ne les ai pas reconnus, c'est mieux. Comme ça, je fais ma détention jusqu'au bout tranquillement. Ça fait longtemps que je suis là, j'ai pas eu de problème. Je vais me laisser s'arrêter là. Mais vous êtes en train de me dire, monsieur le directeur, rendez-moi service, fermez les yeux. Du tout. Mais je pense que ça va pas se produire. Et voilà, ouais, fermez les yeux. Bon. Alors c'est vrai qu'il y a toute cette pression pour que le détenu revienne sur... Le prononcé de la sanction sera finalement renvoyé à une prochaine audience. Le directeur souhaite un complément d'enquête. En fait, il est quand même Il faut bien comprendre que ça se passe dans un univers clos où il est impossible d'échapper ensuite ou de ne pas rencontrer ou de ne pas retrouver les auteurs que l'on aurait désignés. Il y a une espèce
ça de chape du plomb, de loi du silence, qui fait que s'il n'y a pas directement des témoins oculaires pour attester de l'identité des agresseurs, la victime ne reconnaît jamais ses agresseurs et les agresseurs ne reconnaissent jamais avoir agressé. La violence en prison n'est pas le fait des seuls détenus. Parfois, des surveillants dérapent, eux aussi. Ces exactions ne concernent toutefois qu'une poignée de fonctionnaires. À Lyon, 2 plaintes ont été déposées ces derniers mois par des détenus. L'affaire la plus troublante est celle de Zoubir Quadri. Elle a démarré un jour d'octobre 99, au petit matin, alors que les détenus étaient tous extraits de leur cellule pour une fouille générale. Moi je me fais fouiller et ce jour-là, cette fouille, ça m'avait tellement énervé que j'ai dit à un surveillant, je dis pour 20-30 000 francs, je ne ferai pas le métier que vous faites. Et j'ai continué à marcher. Donc moi, ils n'ont pas réussi à m'attraper. Et mon co-détenu, il a répété la même phrase que moi au surveillant. Mais là, 2 l'ont bloqué et un l'a pris par là. Et il lui a mis un coup de tête dans le nez et il lui a dit de dire qu'il avait glissé. Les 2 détenus regagnent alors leur cellule. Ils reçoivent la visite du directeur de la prison et d'un chef de détention. Monsieur le directeur demande à mon co-détenu ce qui s'était passé. Mon co-détenu, sous la peur, il a répondu « j'ai glissé ». Et moi, je m'étais opposé à cette décision. J'ai dit « non, c'est pas vrai, monsieur le directeur ». J'ai vu ce qui s'est passé, donc mon co-détenu s'est pris un coup de tête par un surveillant dans les douches, tout ça. Donc, et je dis à mon co-détenu, allez, répète ce qui s'est passé. La justice a finalement été saisie de cet incident. Le surveillant à l'origine du coup de tête a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours après cette altercation, Zoubir Quadri prétend avoir eu, en pleine nuit, une étrange visite. Donc ils ouvrent la porte. Et dès qu'ils ouvrent, j'ai vu au début, moi je pensais que c'était une blague. Hein. Franchement, je me suis pas dit qu'ils allaient me faire une chose pareille. Donc ils ont ouvert la porte. Quand j'ai vu trois surveillants habillés en tenue de surveillant, c'est-à-dire le pull avec écrit administration pénitentiaire, avec des bas, vous voyez, une femme, des bas noirs sur la tête. Ils m'ont dit alors Quadri, on va t'apprendre à fermer ta gueule. Donc moi, vous voyez, là j'y repense, j'ai mal au cœur. Ils sont rentrés dans ma cellule. Un m'a sorti une lame gilette de rasoir, entourée d'un petit papier. Et quand il m'a sorti ça, au début, je pensais que c'était de la plaisanterie. Donc, ils ont sorti mon co-détenu, moi, Mehdi. Ils l'ont sorti, donc. Et moi, ils m'ont rentré dedans, ils m'ont sauté dessus. Ils m'ont mis quelques coups, ils m'ont pris mon bras. Ils me l'ont tailladé une douzaine de fois, donc. Et ce jour-là, j'étais terrorisé. Je pensais que c'était ma dernière heure, quoi. Et ils m'ont dit, la prochaine fois, t'apprendras mot pour mot. La prochaine fois, t'apprendras à fermer ta gueule, sinon ça sera pire. Et ils m'ont dit dire que c'était une TS, une tentative de suicide. La présentation de la situation est totalement fausse. Il n'y a pas eu d'intervention de nuit de cette façon-là, il n'y a pas eu d'intervention de nuit du tout. Ça relève du fantasme, que ça relève de la déclaration mensongère et que quelque part ça relève même de la déclaration calomnieuse. Imaginez que ce type de situation, c'est-à-dire un groupe de surveillants, accompagné forcément de leur gardé, puisque c'est le seul qui dispose de la clé la nuit, décide d'intervenir dans une cellule pour faire du tabassage ou des actions de représailles, pour des motifs dont on voit mal d'ailleurs les raisons, relève véritablement de la pure affabulation. La parole d'un détenu contre celle de l'administration pénitentiaire. Une première enquête diligentée par le parquet de Lyon s'est soldée par un classement sans suite. Aucun élément ne confirmerait la version du détenu. Mais pour l'avocat de Zoubir Quadri, les investigations menées sont très insuffisantes et les conclusions du procureur hâtives. Zoubir Quadri s'apprêtait à sortir de prison quand il a dénoncé ces faits. Quelle raison l'aurait donc poussé à inventer cette histoire ? Son avocat a porté plainte. Avec constitution de partie civile, un juge d'instruction va désormais reprendre l'enquête.
Prison Saint-Paul, retour au quartier des mineurs, dans la cour de promenade. Cette fresque, elle a été faite, ça fait longtemps. Et cette fresque, ça veut dire quoi? Ça veut dire là, il y a un maghrébin, il y a un noir. Ils volent une 750. Une 750, c'est une grosse BM. Une belle petite voiture à bélier. Ils vont faire un bélier chez Hugo Boss. Ils tapent Hugo Boss. Ils se sauvent. Un, il se fait sauter, il se retrouve ici. Un, il prend la moto, il accroche une femme. Il se fait une femme. De la Suisse. Il se fait une femme. Il achète ça avec son argent avec quoi il a tapé Hugo Boss. Et il termine sa vie ici. C'est la côte, il y a les coquillages, il y a les bateaux, c'est la ronflette. Les mineurs incarcérés le sont en général pour des faits graves. Ils sont au dire de tous très agités et leur violence redoutée est totalement imprévisible. Rares sont les surveillants qui acceptent de travailler ici, ceux-là sont volontaires. Marc Labulle est responsable du quartier des mineurs. Il s'est fixé un objectif à la fois modeste et ambitieux, apprendre à ces jeunes quelques règles de base. Alors je suis toujours un peu surpris, quel dommage que votre table ne soit pas, enfin que ça soit pas un peu mieux entretenu que ça. Moi tu vois, j'imagine que ça m'incommoderait si j'étais allongé à côté d'une assiette pleine, et je sais pas, quelque part ça me... Moi j'aurais fait le même, j'aurais nettoyé ma table. Pour la première fois, ces mineurs sont confrontés à une autorité. Eux qui souvent jouent les caïds dans leur quartier. C'est difficile pour moi. Je suis pas habitué à ces choses-là. Rapport avec vous, avec les surveillants, si ça. Bonjour, s'il vous plaît, c'est pas. C'est dur. Bien sûr, c'est dur. C'est dur. C'est pas facile. C'est pas facile, mais finalement, est-ce que tu n'y retrouves pas quelque chose, au bout du compte? Je sais pas. Est-ce que c'est pas un peu plus facile, j'allais dire, de communiquer quand on... Ouais, c'est plus facile. Hein, voilà. C'est plus facile, c'est vrai, mais... Nous, c'est pas ciblé, nous, on est jeunes, c'est pas notre façon à nous. Je comprends, je sais bien, on essaie. C'est ça que je veux dire. Quand on avait, je sais pas, moi, de 5 à 10, 12 ans, ben, c'était les insultes, la bagarre, après ça fait la routine, quoi. Rebelote. C'est les choses qu'on voit dans le quartier, d'ici, de ça fait qu'après les choses, elles se banalisent, quoi, ça devient normal, tu vois. Moi je fais ce qu'ils font les mecs de 20 ans, je fais à peu près ce qu'ils font, et les mecs de 12 ans ils font comme moi. Ils font ce que je fais. Ils vont voler, ils fument de la drogue, ils ont 12 ans. Et ça demande de petit à petit, c'est une chaîne, quoi, c'est tout. Bientôt, ça sera les plus jeunes qui feront tourner les grands. Je constate une chose, c'est quand on a moins de 15 garçons, les cellules peuvent être propres, on a le temps de leur apprendre à les nettoyer, les cellules, on a le temps de veiller à leur hygiène, on a le temps de faire toutes ces choses-là. Car on a aujourd'hui 25 mineurs, c'est pas possible de faire tout ça, on fait de l'urgence, on règle des problèmes d'urgence, on travaille un peu sur la survie du mineur, mais on travaille pas effectivement sur sa vie proprement dite. J'ai jamais fait de la peinture. Eh ben c'est bien. Tu peux y arriver là. Tu as très bien dessiné tout à l'heure. Il peut y arriver. Oui, il peut le faire. Le cours de dessin est dispensé par un professeur bénévole. Ce type d'activité est exceptionnel. La plupart du temps, les mineurs restent dans leur cellule. Ils ne vont à l'école que 4 heures par semaine, alors qu'une scolarité normale est obligatoire, au moins pour les moins de 16 ans. Quant aux activités sportives, il y a bien le matériel, mais très peu d'argent pour rémunérer le moniteur. En tout et pour tout, une vacation de 4 heures par semaine. On se rend compte que ça ne va pas du tout. C'est vrai qu'on a beaucoup de soucis, ils sont dans leur cellule oisifs durant une bonne partie de la journée, donc ça génère des tas de conflits qui n'auraient pas lieu d'être s'il y avait une bonne prise en charge, en particulier au niveau du sport. Bonjour. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, t'as pas mal aux yeux? T'as mal aux yeux? Les yeux qui brillent, l'odeur si particulière, les surveillants connaissent tout cela. Je vois que t'es tranquille. Là, ouais, c'est-à-dire. Ah ben, le shit là. Du shit, de la résine de cannabis.
Les mineurs se droguent, pire, ils participent au trafic dans la prison. Leur cour de promenade est en effet la plus accessible de la rue qui borde la maison d'arrêt. Et ce n'est pas l'épaisseur des barreaux qui les empêche de contacter les dealers à l'extérieur. La veille, vous avez venir nos potes, ils nous disent ouais, on vient demain à 4h, et le lendemain à 4h, et hop, ça vient. Pour le passage de la drogue, chacun a sa place. Ouais, c'est l'autre là-bas. En haut là. Là-haut, un mineur fait le guet. Il est dans la cellule qui surplombe le mur d'enceinte. Il fait le lien avec la rue. Ça, c'est notre mirador à nous. Il y a des miradors qui surveillent la prison. Et nous, on a notre mirador pour les projections qui viennent chez nous. S'ils font pas leur boulot, c'est eux qui se font frapper ou ils sont exclus de leur cellule. Ils changent de cellule, obligatoirement. La drogue est projetée par-dessus le mur d'enceinte. Parfois, le dealer rate sa cible. Les barbelés sont un piège pour les projections. Mais quand la livraison est réussie, le mineur devient à son tour un dealer. Ces cours sont celles des adultes. Un simple mur les sépare de la cour des mineurs, un mur avec une vieille porte en fer. Et pour se faire passer des choses, on s'est passé par-sous la porte. Par-sous la porte, on a écarté un peu la porte et on s'est passé du tabac, du feu, des allumettes, du shit. Prison Saint-Joseph, quartier des adultes. Ça, c'est du shit. On en trouve de partout ici. Toutes les personnes qui ont un parloir font rentrer du shit. Du shit ou la cocaïne, n'importe quoi. L'héroïne, tout. Et comment ça rentre alors? C'est des gens de dehors le jettent par-dessus les murs. Et souvent, les gens le collent dans le dos. Par exemple, moi je vais au parloir. Si quelqu'un m'amène ça, je le colle dans mon dos. Parce que le surveillant, il vous fouille qu'en face. Il vous déshabille, mais il vous fouille que devant. Partout, il y a du trafic. Même les surveillants font rentrer, mais il faut payer. Combien? Ici, ça dépend. La savonnette dehors, elle fait 2000 francs, mais avec les surveillants, elle fait 4000. Il va falloir donner 2000 francs de plus. Mais c'est plutôt pour les fêtes qu'il vous faut rentrer ça. Il y a du whisky aussi. C'est shit et whisky, c'est tout. En prison, dites-vous bien, tout se négocie. C'est de l'argent. Quand on est en prison, il faut bien se débrouiller, quoi. Il faut pas qu'on soit en prison, on reste inactif. Il faut qu'il y ait toujours un roulement. Il faut qu'il y ait toujours comme si on était dehors. Faut pas se laisser aller. Les produits illicites circulent. Le troc carcéral va bon train. Les murs sont épais, alors on a trouvé la parade. On sort la main comme ça et je l'envoie à droite. Je l'envoie à droite chez mon collègue ou en face même. Les détenus appellent cela un yo-yo. Un peu partout, ces bandelettes découpées dans des draps garnissent les murs de la prison. L'interdit se dévoile, presque sans crainte, comme si cette vie souterraine était tolérée. Bien sûr, il y a du shit, tout le monde fume. Ceux qui fument, ils fument. Ceux qui fument pas, ils fument pas. On va se voiler la face. Hein? De poudre. Pourquoi les gars ici fumaient énormément? C'est pour s'évader, t'as vu? C'est pour s'évader, pour rester zen, comme on dit. Zen. Si personne aurait du chichon là, la prison elle aurait explosé depuis longtemps, moi je vous le dis. Il existe une vie souterraine qu'on n'ignore pas, sur laquelle il est faux de dire que l'on n'intervient pas, et sur laquelle il est faux de dire que l'on n'essaye pas, à tous égards, de la contrôler et de la maîtriser. Mais même à supposer que nous ayons les moyens de l'empêcher, ce ne serait pas forcément une meilleure chose en termes de stratégie et de gestion de la détention que de vouloir la contrôler absolument, voire la supprimer, parce qu'elle participe d'une certaine manière à l'équilibre de la prison. Je peux dire par là que c'est une part de liberté pour les détenus. Alors il ne s'agit pas de leur laisser faire n'importe quoi, il ne s'agit pas de tolérer la loi du plus fort ou la loi du plus riche. Mais je crois qu'il y a une part de liberté qui existe par là et qui participe d'une certaine manière à l'équilibre de l'établissement. Les détenus la surnomment la dealeuse. Et pourtant sa présence n'a rien d'illégal, bien au contraire. Chaque matin, l'infirmière distribue les cachets, essentiellement des anxiolytiques pour l'angoisse et des somnifères pour le sommeil. Ça va la main? On vous a pas vu ce matin? Des médicaments prescrits à des doses habituelles, au dire des médecins. On est très attendus, oui, on est très attendus.
il y a beaucoup d'angoisse. Et bon, si jamais ils ne voient pas arriver à midi pour leur traitement, c'est vrai que ça leur pose vite un problème. Souvent, ils ont tellement plus la notion du temps. Ils dorment une grande partie de la journée. Et donc la nuit, ne dorment plus. Donc on essaye de les rétablir un petit peu dans leur rythme normal de vie. Et on leur donne des somnifères. Ça va? Pour arrêter ton problème. Moi, si vous voulez une cigarette, vous ne pouvez pas vous moquer de moi. Personne ne se moque de moi. Un détenu sur 3 est suivi par le service interne de psychiatrie. Il y a quelques années, une partie de ces malades aurait été prise en charge par l'hôpital psychiatrique. Mais la notion d'irresponsabilité pénale a reculé en France. Il faut aujourd'hui souffrir d'une pathologie très lourde pour échapper à la détention. Allez, j'ai de l'argent, moi, j'ai de l'argent. Retour au prétoire. La commission de discipline devant laquelle nous retrouvons les 2 auteurs présumés d'une agression. Donc, je vous revois suite à la comparution du 14 février sur l'incident de la salle de sport. 3 jours se sont écoulés depuis la première audience. Un complément d'enquête avait été demandé par le directeur, aujourd'hui remplacé par la sous-directrice. Comme nous, on prend des rapports, mais laissez-moi terminer, je vous en prie, je vais les laisser parler. Comme vous. En plus, c'est pas gentil, moi je vous écoute, je suis poli. Je suis pas là pour être gentille, particulièrement. Je suis là pour vous entendre. Ce n'est pas poli. Entre-temps, les 2 détenus ont aggravé leur cas. L'un se serait introduit dans la cellule de son voisin, l'autre aurait insulté un surveillant. La solution, c'est de vous tenir tranquille dès le départ. J'ai pris le coup de tête, mais je me tiens tranquille, c'est pas le problème, c'est ce que j'essaye. Je suis à bout, j'en peux plus. J'ai un dossier psychologique long comme mon bras, j'en ai marre. J'essaie de faire ma prison tranquille. J'entretiens. Apparemment, vous ne la faites pas vraiment tranquille. Certes, j'ai des torts, mais on va dire que j'ai peut-être que 25% de tort. Nous, on va analyser, nous, de votre côté. Je comprends que, en fait, vous poussez tellement les gens psychologiquement qu'ils n'arrivent plus à s'en sortir. Je pense pas que le personnel pousse psychologiquement les gens à bout. Vous menez quand même dans 3 affaires. Il n'y a rien contre vous. De toute façon, la commission va statuer alors dans le 25% de vos responsabilités. Et on prendra une décision à 25%. Allez, sortez. Sortez. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que personnellement, s'il faut mettre fin à ces jours, il faut charpler, j'ai une lame dans le ventre et ça ira très mal. Et vous serez tous responsables. J'ai une lame dans le ventre. Allez-y, poussez-moi, tapez-moi. Mais moi, j'ai une lame dans le ventre et je sais que je vais mettre fin à mes jours. Moi, je vous le dis. La commission délibère. Les 2 détenus encourent une peine d'isolement en quartier disciplinaire, peine qui peut aller jusqu'à 45 jours de mitard. La décision revient à l'administration pénitentiaire seule. Il n'y a pas de tierce personne, pas de magistrat ni d'avocat. Le prétoire, c'est le contraire du procès public. C'est l'administration pénitentiaire qui reproche aux détenus quelque chose et qui va juger très rapidement la même question. C'est-à-dire ce sont les mêmes personnes qui font le rapport, établissent les griefs à l'encontre du détenu et jugent. Pendant ce temps, il n'y a pas de regard extérieur. Donc vous avez 8 jours avec sursis de quartier disciplinaire, avec sursis. La commission a statué. Pour ces incidents en répétition, plusieurs peines s'additionnent. Ce qui vous fait un total de 20 jours de quartier disciplinaire à purger. Je veux voir un psy. Je veux voir un psy. Félicité par le personnel médical. Alors, pour les faits... La commission informe à son tour le 2e accusé, celui qui semblait le plus calme. Pour lui aussi, la sanction est de 20 jours. Voilà. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Ouais. Je vais vous expliquer. Attendez. Le détenu vient de se taillader l'avant-bras. Il avait dissimulé une lame de rasoir au creux de sa main. Il sera soigné dans sa cellule du mitard. Quelques heures plus tard, ce jeune tentera de se pendre. Il sera finalement extrait du quartier disciplinaire sur décision du psychiatre. On va le déshabiller, là, il va être à poil. Le quartier disciplinaire est le bâtiment le plus surveillé de la prison. Être incarcéré dans l'une de ces 15 cellules, c'est être à l'isolement total. La distribution du repas est dans la journée l'une des rares occasions d'établir un contact humain. Tu veux la salade un petit peu? Non? Sur le point?
Le détenu vit dans cet espace sombre d'environ 6 mètres carrés au confort minimal. Ici, il y a une table en béton. Pour pas qu'on se coupe, ils nous donnent des trucs en plastique. Parce qu'il y en a qui les avalent, qui les mangent. Là, il y a un matelas posé sur un truc de béton. C'est que du béton. On a un chiotte turc avec la chasse d'eau. Un truc pour boire. Un petit robinet pour boire. Une promenade par jour, seul pendant 1 heure, dans ce réduit bétonné. Et 23 heures sur 24, confiné entre ces 4 murs, sans activité, sans parloir famille. Le mitard, c'est la prison dans la prison. Très dur à supporter quand, comme ce détenu, on a seulement 20 ans. Une journée, on a l'impression que c'est 2-3 jours. On ne voit pas l'heure passer. On ne sait pas quelle heure il est. J'appelle le surveillant pour lui demander l'heure qu'il est souvent. Je bouquine pour essayer que le temps passe vite. J'essaye de pas dormir la journée. Comme ça, le soir, je m'endors vite. Quand on est dans les autres bâtiments, des tensions normales, on a l'impression d'être libre comparé au mitard. L'année dernière, 7 détenus se sont donné la mort dans les prisons de Lyon, dont 5 au mitard. Un taux de suicide bien supérieur pour cette année-là à la moyenne des établissements français. Khaled Bouafia avait 17 ans seulement quand son corps a été retrouvé pendu, accroché à la grille de la porte du mitard. Cet adolescent purgeait une peine de 2 mois de prison. Mehdi Reziga avait 22 ans quand on l'a découvert à son tour. En suspension verticale, selon les termes de l'autopsie, il devait sortir de prison quelques jours plus tard. Les familles de ces 2 détenus ont créé à Vaux-en-Velin une association regroupant les proches des personnes décédées dans les prisons de Lyon. Une association qui a pris depuis une dimension nationale. Nous c'est pareil, notre fils il avait fait 2 mois de prison et il en était à 2 jours de sa sortie et on nous apprend par téléphone qu'il se serait suicidé. Il a été retrouvé pendu au mitard. C'est combien de jours? Le premier jour en fait. Le premier jour du mitard. Le premier jour du mitard. La plupart des familles n'acceptent pas la thèse du suicide. L'attitude de l'administration pénitentiaire et du parquet n'a fait qu'alimenter leurs doutes. Indifférence et absence d'explication face à des questions précises. Il n'en fallait pas plus pour que 2 familles portent plainte avec constitution de partie civile. Elles veulent en savoir davantage sur les circonstances de ces décès. De me tenir au courant de moindres renseignements. Les maisons d'arrêt Saint-Paul et Saint-Joseph datent de 1830 et 1860. L'état de ces établissements est tel que la seule solution envisageable est de les détruire. Le projet dans les cartons du ministère de la Justice, un nouvel établissement pénitentiaire pourrait être construit à Lyon. Mais à ce jour, aucune date d'ouverture n'a été avancée. Il était incarcéré depuis le mois de novembre. Son comportement sans incident lui vaut une remise de peine. On se voit tout de suite, on se voit un petit café là. J'arrive, bouge pas. Un vrai café, pas de l'haricot. Et surveillant, faut pas prendre l'attention. L'appel de l'extérieur lui redonne le sourire. Surveillant, gardez la pêche. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Maintenant là, tout de suite, là je vais aller boire un bon café là. Et je vais rentrer chez moi, je vais aller voir mes parents. Et on va aller retrouver du boulot. Voilà, tout simplement.
Qu'est-ce que vous allez garder d'ici, de votre séjour ici? Ici, il n'y a rien à garder, il y a tout enlevé ici. Je sais pas, moi on dirait, il n'y a rien à garder, il n'y a rien à garder. Demain sera-t-il comme d'autres de retour? Force est de constater l'inefficacité, voire la perversité de ce mode de détention. Sur l'ensemble des personnes libérées après un séjour dans les prisons de Lyon, les 2 tiers environ franchissent à nouveau un jour le portail de la maison d'arrêt.